Fabrice, bonjour. Bonjour Vincent. Alors je suis très content de vous voir revenir à la gestion et puis je ne pense pas être le seul. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous nous avez habitués à surperformer, Fabrice. Le tableau qui apparaît à l'écran le démontre. Vous avez surperformé systématiquement depuis 2006 et dans les grandes largeurs. Vous avez été également maintes fois primé, récompensé, on le voit également apparaître à l'écran. Donc vous êtes un très bon gérant à nos yeux et vous êtes parti d'ample geste, vous avez réfléchi pendant quelques mois et puis vous avez lancé le 31 juillet 2014 un nouveau fonds, Kirao Multicaps. Alors on va en parler, mais avant que vous nous le décriviez, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Kirao Asset Management, la structure que vous avez créée. Elle a noué un partenariat avec un family office. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ce partenariat avec HSC Finance nous apporte des capitaux sous gestion, puisque ce family office gère environ 300 millions d'euros de capitaux et donc nous confie une part dans nos fonds actions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le fonds Multicap fait un petit peu plus de 50 millions, notamment grâce à cet apport. C'est une première étape critique qui a été franchie avec cette barre des 50 millions. Exactement. Alors, parlons de Kirao Multicaps, Fabrice. C'est un fonds action zone euro, toute capitalisation, avec un biais très français. 70% des actions sont françaises. Est-ce qu'il s'agit d'une règle immuable ou pas? Non, ça varie dans le temps. En fait, ça dépend des opportunités qu'on va identifier sur les marchés euro hors France. Actuellement, on est à 10-15%. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités ou on n'a pas identifié suffisamment de sociétés. Et certaines sociétés qu'on appréciait bien par le passé sont soit trop chères, soit nous ont déçus. Je pense notamment à EVS ou à Delonghi qui est un petit peu cher, ou à Wirecard également. Mais c'est une proportion qui a plutôt tendance à aller dans le haut de la fourchette, notamment avec la venue d'un analyste qui va nous aider sur ce sujet à partir du 1er octobre. Oui, le renforcement de l'équipe permettra une meilleure couverture des actions hors France. Tout à fait. Est-ce que vous ne risquez pas tout de même, en ayant ce biais très français, de vous pénaliser un petit peu par rapport aux autres fonds de la catégorie zone euro qui, eux, finalement, embrassent un univers plus large? Alors c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des écarts de performance entre les zones géographiques, on peut être un peu pénalisé. En ce moment, il y a plutôt une convergence. Et puis les sociétés sont quand même très internationalisées puisqu'on a 50% de large cap qui en général ont leur majorité de chiffre d'affaires et de résultats en dehors de France. En général, c'est 80% en dehors de France. Vos précédents fonds étaient des fonds concentrés, celui-ci le reste? Exactement. 40 lignes en portefeuille environ? À peu près 40 lignes et à peu près 40% sur les 10 premières lignes. Bon, alors parlons un petit peu de votre style de gestion parce que une bonne partie de votre surperformance lui est imputable, en tout cas on ose l'espérer. Alors quand on vous écoute, vous ne vous définissez pas comme un gérant value, je ne vous ai jamais entendu prononcer le mot growth, vous n'êtes pas un gérant growth. Quel type de gérant êtes-vous? En fait, effectivement, on n'aime pas être mis dans des cases, on n'a pas de dogme, donc ça c'est peut-être la façon dont on se définirait. Nous, on est beaucoup plus à la recherche ce que j'appelle un triptyque, qui est une rupture. C'est-à-dire qu'il faut une rupture dans l'histoire de la société, dans l'histoire du secteur, donc un facteur potentiellement assez impactant. Pourquoi? Parce qu'en général, le marché valorise assez correctement s'il ne se passe rien une société. Donc on cherche ce genre d'éléments. Ensuite, cette rupture doit se produire sur une société qui est assez solide, donc avec un management qui a fait ses preuves, solide financièrement et solide industriellement avec des positions assez fortes et si possible que cet événement ne soit pas intégré dans la valorisation. Donc c'est ce triptyque, rupture, solidité et valorisation, que vous recherchez systématiquement? Systématiquement, par contre, on n'a pas la chance d'en trouver autant qu'on voudrait. L'analyse, chez vous, elle est internalisée, oui. On a cru le comprendre. Est-ce que c'est important? C'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est uniquement en s'appropriant très puissamment, je dirais très finement, la connaissance des sociétés qu'on arrive à déceler les petites nuances. Dans le nom Kirao, j'ai voulu lui donner le sens de éclairer les zones d'ombre. C'est sans zone d'ombre, il n'y a pas de reward caché. Donc, pas de récompense. Pas de récompense. Vous dites aussi que l'information primaire est essentielle et que l'information écrite l'est tout autant.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? En fait, beaucoup d'analyses circulent dans le marché, notamment du fait des brokers qui ont des grosses équipes d'analystes. Mais leur horizon de temps, leur façon de travailler ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Leur spectre aussi est potentiellement beaucoup plus réduit, alors que nous, on regarde plusieurs secteurs. Et donc finalement, nos analyses peuvent être très très différentes des leurs. Et donc il faut qu'on revienne à la source de l'information sur les rapports annuels, les rencontres sociétés, les rencontres de concurrents, les rencontres aussi avec des experts indépendants. Et puis ensuite, qu'on mouline tout ça dans nos Excel et qu'on voit ce que ça donne chez nous. Et après, on peut comparer, mais on peut difficilement prendre pour argent comptant ce qui nous vient de l'extérieur complètement emballé. D'où la nécessité d'internaliser. Alors, vous mentionniez l'horizon de temps. Oui. Vous, quand vous investissez, justement, quel est l'horizon de temps? En général, on émet des objectifs de cours de manière large, 12-36 mois, souvent 18-24 mois. Donc on pense que les ruptures transformantes ou les histoires des sociétés vont s'écrire sur ces horizons de temps-là, qui est un horizon qu'on estime être aussi l'horizon boursier. Et à cet horizon-là, on pourra capter une plus-value. Ça veut dire que vous détenez les titres dans ce laps de temps, 12-36 mois Voire plus, puisqu'en fait, ça n'exclut pas le fait que l'histoire se poursuive bien au-delà de cet horizon. Donc le turnover ces dernières années entre 20 et 50%. Taux de rotation. Taux de rotation. Donc ça veut dire qu'on les garde beaucoup plus longtemps en fait. Alors, vous restez fidèle à votre style de gestion, parce que quand vous avez interviewé, vous nous disiez déjà tout ça, il y a maintenant 3 ans. Mais justement, vous avez à un moment fait une pause. Est-ce que vous avez cherché à amender ce style pour le rendre encore plus performant? Alors en fait, la pause, je l'avais faite aussi il y a beaucoup plus longtemps, en 2003. Et là, j'avais vraiment beaucoup réfléchi, parce que j'étais un peu plus jeune et je pense que j'avais besoin de remettre pas mal de choses à plat. Là, je dirais que j'ai un petit peu moins réfléchi, mais dans le parcours précédent, il y a quelques cas d'investissement qui m'ont un peu questionné, et notamment certaines recoveries qu'on n'a pas forcément bien négociées. Et ça, c'est un axe sur lequel j'aimerais travailler, afin d'élargir mon spectre d'intervention possible, mais tout en le maîtrisant, évidemment. Alors, élargir votre spectre d'intervention, ça signifie quoi concrètement? Mais ça signifie sortir de ce qu'on sait déjà faire. Et rajouter une corde à son arc. Et rajouter une corde à notre arc tout en gardant la maîtrise sur ce qu'on fait. Donc c'est très long, c'est des process qui se bâtissent dans le temps. Donc on sait bien faire le fameux triptyque, on sait bien analyser les comptes d'une société, on sait analyser sa stratégie. Ce qu'on sait peut-être un peu moins bien faire, c'est une société qui irait un petit peu plus mal à un moment donné, réussir à avoir la capacité d'imagination pour voir comment elle va sortir de cette phase où elle va un peu plus mal, donc ce qu'on appelle une recovery. Et ça, on doit encore travailler pour avoir la maîtrise. Ça ne pourra jamais être cœur dans notre portefeuille de toute façon. Investir aujourd'hui, c'est compliqué, non? Alors c'est compliqué depuis le redémarrage au 31 juillet, puisque les marchés étaient déjà à des niveaux assez élevés. Et par rapport au moment où j'ai arrêté en fin d'année 2013, les valorisations ont continué à s'inflater. Et donc ça a été très difficile de réinvestir de but en blanc. Autant c'est facile de porter des positions dont les valorisations montent, on les écrète à la marge et on arrive à renouveler petit à petit le portefeuille, autant rentrer from scratch sur des valorisations qui nous semblent assez élevées, c'est beaucoup plus difficile et j'ai démarré avec un petit peu de cash. Alors, la période reste trouble, ouais. Particulièrement à l'heure où nous enregistrons, eh bien, nous savons que le marché dévisse suite à l'annonce du référendum en Grèce. Bon, on ne va pas préjuger de la suite, mais ça fait des années maintenant que nous sommes dans des mers agitées et on risque d'en connaître encore de houleuses. Comment, en tant que gérant, vous appréhendez ça? Alors, sur les grandes données macroéconomiques, ce n'est pas notre domaine d'expertise. Cependant, on essaye de jauger la latence de ce qui va se produire et la profondeur, comme on avait pu le faire en 2008, pré-Lehman.
Et ça peut nous conduire à des décisions de gestion. En l'occurrence, à l'époque, on avait concentré beaucoup plus le portefeuille et on avait encore renforcé les critères de sélection. Aujourd'hui, depuis 2008, on doit s'habituer à des mers potentiellement agitées, avec des phénomènes externes imprévisibles. Je pense qu'il faut tout simplement rester très très bien calé dans son process. C'est la meilleure protection qu'on puisse avoir. Pour générer de la surperformance malgré tout? Tout à fait. Puisqu'en fait, c'est possible ça? De la surperformance, oui. De la performance absolue, c'est autre chose. Mais de la surperformance, oui, parce qu'on travaille énormément nos profils de risque. Donc ça se voit moins quand les marchés montent très fortement comme en début d'année. On a du mal à surperformer. Mais quand la marée se retire un peu, en général, on fait de la surperformance tout en restant sur des niveaux de performance absolue corrects. Oui, parce que je dois le rappeler, depuis 2006, tout de même, la performance absolue était largement au rendez-vous de vos fonds. Hein. Exactement. Restons dans l'univers actuel, enfin d'investissement actuel. Vous avez des small, des mid, des large caps. Quelle est la pondération entre ces différentes typologie de valeur? Alors aujourd'hui, on a à peu près 50% de large cap, au-dessus de 3 milliards, et beaucoup plus. Hein, on peut monter sur des capis nettement supérieurs, même à 100 milliards. Et sur les small cap, on est un petit peu sur le haut de la borne, puisqu'on est entre 25 et 30%. On doit être à peu près aujourd'hui. C'est le maximum, ça, grosso modo? Oui, c'est quelque chose que je regarde régulièrement. En général, on est plutôt à 25 small mid, voire 20 small, 30 mid. Ça, je le regarde, mais actuellement... Alors pourquoi avoir relevé la part des small? En fait, pour plusieurs raisons. Déjà, je note de plus grandes inefficiences intrinsèques sur les small caps. Il y a encore des choses qu'on peut acheter de manière assez spontanée, sans se faire des nœuds au cerveau, ce qui n'est pas forcément le cas sur les large caps aujourd'hui. Et puis, j'ai eu la chance, la joie, de recruter une personne que je connais bien donc au 1er avril dernier, qui a monté le fonds Small Cap. Et donc on fait jouer les synergies aussi à plein sur ce segment de la cote, qui vraiment pour moi est un peu en retard par rapport aux grandes valeurs. Mais est-ce que cette décision de surpondérer par rapport à vos référents à vous, les small caps, procède aussi du fait que vous dites la macro étant censée s'améliorer en zone euro, et que ce sont des valeurs plutôt domestiques, il est bon de reprendre un peu de risque au travers elles? Très très à la marge. Alors on peut le voir sur certaines sociétés, effectivement, où on sent ce frémissement. Donc on en profite aussi, mais on n'a pas eu un raisonnement top-down pour le faire. C'est plutôt société par société. On se dit oui, effectivement, on sent que ça frémit un petit peu plus. Donc on est un peu plus enthousiaste et ça contribue aussi à remonter les poids sur ces sociétés-là. Alors Fabrice, on ne va pas traiter des investissements, enfin des cas d'investissement, des investment case, je cherchais les mots en anglais. Dans cette émission-là, ils seront traités dans les bonus que nos internautes peuvent retrouver par ailleurs sur le site. Mais une question sur la performance, hein, puisque donc, depuis le 31 juillet 2014, on voit ce que ça a donné. Là, pour le moment, vous ne surperformez pas vraiment la catégorie, c'est au même niveau, enfin très légèrement. À quel moment pensez-vous pouvoir retrouver cette surperformance qui vous a caractérisé pendant de nombreuses années, hein, depuis 2006? Alors, on surperforme un petit peu les indices. La catégorie, peut-être pas, effectivement. Je pense que c'est lié à ce phénomène de marée qui monte, hein, notamment post-QE. Et à la mise en place du fonds. Et à la mise en place du fonds, puisqu'effectivement, il y a des petits moments où on a eu peut-être plus compliqué d'investir quand les cours sont au sommet que quand ils sont à l'étiage. Exactement. Donc là, avec la constitution de l'équipe qui se termine, et puis on voit déjà depuis à peu près 2 mois qu'il y a des dossiers qui commencent à s'exprimer. Je pense que ça va revenir, mais tout doucement. Enfin, en tout cas, on n'est pas du tout inquiet. Dernière question. Un investisseur qui se tâterait pour investir dans les actions au regard des périodes agitées que nous avons connues et que nous connaissons encore, que diriez-vous? En fait, un investisseur qui se pose des questions sur un investissement en actions, il a 2 risques pour moi à piloter. Il a le risque de timing, il investit à un moment où c'est trop haut, et le risque du gérant. Le gérant
n'est pas aussi bon qu'il a cru au moment de vouloir investir. Donc il y a plusieurs façons. Soit vous faites vos investissements par petits morceaux, comme ça vous éliminez le risque de timing. Après, sur le gérant, il faut essayer d'avoir un gérant qui fait ses preuves, éventuellement un style de gestion dans lequel vous croyez. Et là, je pense que le stock picking est très adapté, puisque même si la marée est agitée, à partir du moment où un stock picker a fait des surperformances pendant une grande période, c'est qu'il a un process qui est bien établi. Et ça le sauvera toujours. Et on l'a vu, puisque j'ai démarré en 2006 avec des indices qui étaient plus élevés que ceux d'aujourd'hui, qui ont terminé en 2013 plus bas que ceux d'aujourd'hui, et on a fait plus de 60% net. Fabrice, merci. Merci Vincent.